Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi aussi, je me porte super bien. C'est quoi Bangui Lifestyle? Bangui Lifestyle, c'est un podcast, une émission où nous recevons les artistes comédiens, nous recevons les artistes musiciens, nous recevons les écrivains, nous recevons toute personne qui fait l'actualité dans son domaine respectif. C'est pas seulement les artistes et aussi les entrepreneurs. Votre place est là. Nous recevons aussi les personnalités publiques, les politiciens, nous recevons aussi les pasteurs. Toutes ces personnes-là, en tout cas, vous êtes les bienvenus dans Bangui Lifestyle. C'est seulement pour les Centrafricains? Non. C'est aussi pour les Gabonais, pour les Congolais, c'est aussi pour les Sénégalais, c'est aussi pour les Camerounais, c'est aussi pour toute personne qui fait l'actualité en Afrique, en RCA plus particulièrement. Bangui Lifestyle, les tout premiers podcasts centrafricains qui élargit les horizons de la conversation. Soyez sans doute le bienvenu. Merci beaucoup. Comment a été votre enfance? Pour ceux qui me regardent, je suis Jonathan Gouyagré, entrepreneur centrafricain. Concernant votre question, par rapport à mon enfance, il faudrait que les gens sachent au moins qui je suis. Je suis Jonathan, j'ai passé une enfance très difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que, désolé si ça va vous toucher, j'ai été un enfant qui a été élevé par sa maman depuis l'âge de 3 ans, né à Yapélé, c'est un quartier qui est dans le deuxième arrondissement, grandi dans ce secteur. Et c'était pas facile. Donc, la maman essayait toujours de joindre les deux bouts, pour pouvoir au moins m'aider dans tout ce que je faisais. Et par la grâce de Dieu, je suis devenu un entrepreneur. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais je suis un enfant qui a été élevé par une lionne. Okay. L'enfance a été vraiment difficile en soi. Ouais, c'est difficile parce que la maman essaie toujours de joindre les deux bouts pour pouvoir au moins subvenir à mes besoins. D'accord. Jonathan, comment te présenterais-tu à quelqu'un qui ne te connaît pas encore? Des gens qui ne me connaissent pas, je vais dire Jonathan, c'est un jeune très dynamique, apte, bosseur, qui a le sens d'écoute, qui est prêt à tout en fait. Il est prêt à tout. Il se lâche jamais de travailler. C'est un bosseur fou. D'où te vient cette passion d'accompagner les jeunes en République centrafricaine dans le domaine de l'orientation et du coaching? En fait, vous devez d'abord savoir que la jeunesse, c'est une tranche de vie. C'est-à-dire la jeunesse, c'est une transition entre l'enfance et l'âge adulte. Étant jeune, je me suis dit, nous sommes l'avenir de ce pays. C'est vraiment important, en tant que jeune, on puisse essayer de réfléchir. Vu que nous sommes l'avenir de ce pays, il faudrait qu'on puisse réfléchir. Comment est-ce qu'on pourra apporter une pierre à l'édifice par rapport au développement de notre pays? Donc, en tant que jeune, j'ai pris l'engagement de pouvoir essayer de soutenir toutes les initiatives qui peuvent contribuer au développement de notre pays. La vision que je porte aujourd'hui, c'est pas ma vision, mais pour moi, je dis toujours c'est un sacerdoce, parce que Dieu me l'a donné, que je puisse accompagner, soutenir les initiatives des jeunes. Donc, je le fais au moins pour le développement de notre pays. Je me suis dit, vous savez, j'ai eu la chance en fait de sortir d'étudier à l'étranger. Et à l'étranger, j'ai vu beaucoup de jeunes de ma génération qui essaient toujours au moins de travailler dur pour au moins promouvoir leur pays. Et les jeunes dans d'autres pays sont très dynamiques. Alors avec l'expérience que j'ai acquise à l'étranger, je me suis dit, mais pourquoi pas rentrer, parce que je sais que cette jeunesse qui me voit, cette jeunesse qui me regarde, ils ont beaucoup de potentialité. Mais ils n'ont pas encore eu, en fait, cette chance, en fait, de sortir à l'étranger pour voir comment d'autres jeunes essaient de contribuer au développement de leur pays. Donc, en tant que jeune, je me suis dit, il faudrait que je puisse essayer de travailler avec d'autres jeunes comme moi, qui ont la vision, qui ont la grinta, qui ont cette envie de travailler, pour qu'on puisse ensemble essayer d'unir nos forces, de travailler pour le bonheur de notre pays. Pour l'émergence de la République centrafricaine. D'accord. Quel est le déclic qui vous a poussé à créer votre cabinet de coaching? Le déclic, c'était par rapport à mon vécu, parce que je suis d'abord juriste de formation. Okay. Et quand j'ai fini les études juridiques, je suis rentré à Bangui. C'était difficile pour moi de trouver du travail. Donc, j'ai passé au moins 7 mois à la maison, sans boulot, sachant que j'avais des compétences requises, des expériences professionnelles. Mais je suis rentré dans mon pays, c'était difficile de trouver du boulot. Et je me suis dit, s'il n'y a pas de boulot, il faut créer du boulot. Et j'ai décidé de me jeter à l'eau. Mais c'était pas juste de créer une entreprise lambda comme ça, parce que j'ai eu à faire des formations d'entrepreneuriat. D'accord. Donc, il faut détecter d'abord le besoin
et proposer une solution. Ok. Donc, ce besoin, cette idée de création de l'entreprise, c'était par rapport à mon vécu. Je me suis dit, est-ce un problème d'orientation? Ou bien c'est parce que le pays, ou bien parce qu'il n'y a pas de travail dans mon pays. Bon. Et après l'analyse, je me suis dit, si j'avais des informations concrètes sur ma filière ou bien mon domaine, j'allais mieux choisir. Et je me suis dit, bah, peut-être beaucoup de jeunes de ma génération, de mon âge, partent à l'école, mais ça parce qu'ils vont devenir. Ouais. La majeure partie des jeunes centrafricains. Effectivement, là, je vous dis en tant que coach en orientation, plus de 80% des jeunes centrafricains partent à l'école, mais ça parce qu'ils vont devenir. D'autres font leur choix souvent par pression familiale, par suivi, parce que mon ami, Mon ami a choisi il une a série choisi la et série puis A, je vais faire la série A, mais ils connaissent pas ce qui vient après, ce qui en découle. D'où le pourquoi Donc, il y a d'où le un pourquoi taux l'idée de élevé créer- de chômage dans ces pays. Effectivement, effectivement. Et beaucoup de jeunes de notre génération pensent toujours que c'est le gouvernement qui doit contribuer, c'est le gouvernement qui doit créer, c'est le gouvernement qui doit les embaucher. Or, c'est archi faux. Donc, je me suis dit, en tant que jeune, il faudrait que je puisse créer une entreprise, un cabinet dans l'orientation académique des jeunes pour les sensibiliser, pour leur expliquer comment faire pour choisir sa filière, comment préparer sa carrière professionnelle, comment préparer ses projets professionnels. Donc, d'où l'idée de créer ce cabinet d'orientation. D'accord. Avec ce cabinet d'orientation, combien de jeunes concrètement, vous allez sans doute nous donner un chiffre sur ce plateau, combien de jeunes concrètement avez-vous déjà aidé grâce à votre cabinet? Aidé, non, suivi. Je dirais des jeunes qui ont bénéficié de notre coaching, de notre accompagnement. L'impact, c'est beaucoup plus à la première édition de notre salon que j'organise toujours. Oui. Chaque année. Parlant de salon, nous allons sans doute en revenir. D'accord, ok. Donc, si avec les événements qu'on a pu organiser, on a au moins essayé d'impacter plus de 1000 jeunes. 1000 et quelques jeunes déjà impactés par votre cabinet. Par notre cabinet, par tout ce que nous faisons dans le coaching. Voilà. D'accord. Comment tes expériences professionnelles nourrissent-elles tes engagements personnels? Mes expériences professionnelles et mon engagement personnel. Mes expériences professionnelles, c'est bien, je suis entrepreneur. Il y a beaucoup d'expériences dans beaucoup de domaines. Mon engagement personnel aujourd'hui, c'est en tant que Vous pourriez sans doute nous décrire 2-3 domaines dans lesquels vous interagissez en tant que coach ou ouais, voilà, effectivement, mon expérience personnelle, professionnelle, je suis déjà juriste de formation. Oui. Je suis également un promoteur, je suis le promoteur de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, appelée généralement NTIC, en Centrafrique. Donc, j'interviens dans le domaine numérique, mais j'ai aussi dans l'éducation et tout ce qui est la culture. Un homme avec un multi-usage. Multi-casquette. La promotion de la culture centrafricaine. Et concernant mon engagement personnel, aujourd'hui, en tant que centrafricain, nous voulons, je réitère encore mes propos, contribuer au développement économique de notre pays. Donc ça, c'est mon engagement. Mon engagement, je sais qu'on puisse s'unir pour promouvoir ce pays qui nous appartient. Donc ça, c'est un engagement. Parlant de ce pays vous est vraiment cher à cœur, d'où pourquoi vous prenez tout sur lui. Effectivement, aujourd'hui, j'ai cette envie, cette force, ce courage de crier haut et fort que je suis centrafricain. Parce qu'on n'a qu'un seul pays. Et la Centrafrique, c'est notre pays. Et beaucoup de jeunes Africains font la fierté de leur pays. Et ils essaient toujours d'appeler leur poitrine que je suis tant. Fier de faire partie de tel... Prenez le cas des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont trop fiers de leur pays. Et aujourd'hui, en tant que Centrafricain, il faudrait que nous soyons fiers de notre pays. Et ça, c'est mon engagement personnel. Aujourd'hui, je clame haut et fort sur toutes les plateformes, que ce soit l'international, que je sois centrafricain. Mais ça doit pas être juste dans la bouche. Il faut du concret. Il faut du concret et des actes concrets. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui, j'essaie au moins de faire du concret avec le peu de moyens que j'ai. D'accord. Tu es le promoteur du salon d'éducation qui a eu beaucoup d'impact dans le pays et sans doute à l'échelle internationale aussi. Quel objectif de ce salon avez-vous et comment choisis-tu les intervenants qui a eu lieu dans ce salon? Ce salon qui a vraiment but d'aider les jeunes, de cadrer les jeunes à bien choisir leurs orientations professionnelles et sans doute éducatives aussi. Vous devez savoir que nous sommes un cabinet et le cabinet, c'est à but lucratif. D'accord. Donc, généralement, les jeunes viennent nous voir au cabinet pour les séances de coaching.
c'est payant. C'est vrai, c'est à moindre coût, mais c'est payant. Donc, on se rend compte que les jeunes ne viennent pas assez parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. En tant que jeune, je me suis dit, il faudrait que je puisse organiser ce genre d'événements. Ce genre de salon pour plus impacter, pour donner l'accès gratuit aux jeunes. Parce que je me rends compte toujours que beaucoup de jeunes n'ont pas les moyens pour venir payer les frais de consultation. Donc, d'où l'idée au moins de créer cette plateforme qui a pour objectif de réunir des jeunes, des élèves, des étudiants, des professionnels de chaque domaine pour parler de tout ce qui est orientation. Alors, le choix des intervenants. Généralement, nous choisissons les intervenants selon leur parcours et leurs expériences professionnelles. Pas seulement les expériences professionnelles, mais leur impact aussi sur le territoire national. Parce qu'on peut être un intervenant, mais on a une expérience professionnelle, mais on n'a pas cet impact dans le milieu, en fait, dans le social. Oui. Vous voyez un peu. Un événement qui touche à l'éducation. D'accord. Et c'est un devoir, parce que ça fait partie des missions que le chef de l'État ou bien le gouvernement a donné au ministre. Donc, c'est un événement qui touche l'éducation. Donc, c'est un devoir pour le ministre d'État que je salue au passage, le ministre d'État en charge de l'éducation, Aurélien Zingas, de venir au moins soutenir ces initiatives. Donc, le ministre avait ce devoir de venir nous soutenir. Parlons du parrain de l'événement que je salue aussi. Le directeur général de la BGFI, M. Hervé Koubouma, qui est un philanthrope qui accompagne beaucoup plus de jeunes. Lui aussi, il a vu l'impact de cet événement et s'est dit, mais pourquoi pas soutenir cette initiative. Et aussi, la présidente de la FAFECA, Mme Porcia, aussi, que je salue, qui fait beaucoup plus, qui accompagne beaucoup plus les jeunes, pour pouvoir au moins unir ses forces, pour proposer au moins un truc concret aux jeunes. Donc, le choix de ces intervenants, ou bien de ces panélistes, ou bien de ces mécènes, c'est au moins, ce sont des gens qui ont un beau parcours. Okay. Ce sont des gens qui soutiennent des initiatives. Sûrement un plus à venir à rapporter dans Effectivement, ces gens-ci, ils se mettent aujourd'hui pour parler à la jeunesse sera prête à les écouter parce qu'ils ont déjà vu des preuves. Ils ont des vécus par rapport à... Oui, effectivement, ça se voit partout. Donc, c'est vraiment important que ces gens puissent venir au moins soutenir les initiatives que nous portons. D'accord. Quels sont les défis que tu rencontres lorsque vous organisez ce genre de salon? En fait, les défis, c'est beaucoup plus financier. Vous savez, généralement, ce genre d'événement, il faut les moyens financiers. Ouais. Et notre vision, c'est une vision à long terme. Pourquoi c'est à long terme? Parce que nous voulons faire de cet événement un événement national et international. Pourquoi national? Parce que nous voulons à tout prix réunir tous les élèves centrafricains. Je dis bien, je pèse même tous les élèves centrafricains. C'est-à-dire les centrafricains de Bangui, de l'arrière-pays. L'arrière-pays. Okay. Ça, c'est la grande vision, la vision à long terme. Et généralement, on a toujours cette envie de faire pareil, mais on n'a pas les moyens. Et les défis, quand je dis encore tantôt, c'est les défis financiers. Parce que généralement, les gens sont encore beaucoup plus sceptiques pour accompagner par rapport à ce genre de salon, ces événements, ou me donner les coups de main et tout. Donc, on le fait généralement, soit par l'appui du secteur privé, d'autres entreprises qui nous accompagnent, mais aussi avec nos propres fonds aussi. Parce qu'on a une entreprise, il faut aussi mettre quelque chose d'abord dans la poche, faire sortir quelque chose, avant que les partenaires puissent venir au moins soutenir. Les premiers pas sont toujours faits par votre cabinet et vous personnellement, sur fonds propres avant que... Nous essayons toujours de préfinancer l'événement. Et aussi, il y a d'autres partenaires et sponsors qui nous accompagnent pour réaliser ce projet. À vous, personnellement, vous avez combien de salons organisés sans doute aujourd'hui par votre cabinet? Je devais vous dire que nous organisons chaque année plus de 3 événements. 3 événements. Et on a au moins des événements phares. Nous avons le salon de l'éducation et de l'orientation, oui, où on vient de clôturer récemment, je crois il y a une semaine. C'était la 2e édition. oui. Nous organisons chaque année la journée nationale dédiée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tout dans le digital, oui, tout ce qui est digital. Pour expliquer en français facile beaucoup plus aux jeunes qui veulent se lancer dans tout ce qui est numérique. Il y a aussi l'événement de divertissement. La partie qu'on organise au moins, c'est un événement culturel qui a pour but de promouvoir les artistes, les jeunes talentueux, tous ceux qui font la musique et tout. Donc chaque année, nous avons ces événements que nous organisons.
vous n'êtes pas que coach, vous êtes aussi manager culturel. D'après ce qui se dit de vous, vous êtes entre deux casquettes. On vous voit tantôt en tant que coach en orientation, de l'autre côté, on vous voit en tant que manager culturel. Vous êtes sans doute proche de plusieurs personnalités, artistes, humoristes. Dites-nous un peu plus dans ce domaine. Ouais, effectivement, en fait, vous savez, aujourd'hui, ma vision en tant que Centrafricain, c'est de soutenir, c'est de contribuer, c'est de proposer, c'est de créer, c'est de vendre mon pays. Donc, c'est vrai, je suis entrepreneur, je suis coach, mais je ne veux pas rester dans cette bulle, en fait. Parce qu'il y a encore d'autres domaines à booster. Il y a encore d'autres domaines à soutenir. Donc, en tant que coach, en tant que formateur, je me suis dit, la culture, c'est quelque chose qui, je ne sais pas comment je vais dire, la culture, c'est comme la vitrine d'un pays. Okay. Et soutenir la culture, c'est de valoriser, c'est de vendre notre pays. Et aujourd'hui, je m'engage en tant que manager culturel pour créer ou bien accompagner des artistes afin que leurs chansons, bien leur musique ou leur contenu, oui, puisse au moins, peut-être, je ne sais pas comment je vais dire, peut-être, en fait, la vision, c'est de les vendre à l'international, quoi. Parce que je me suis dit, c'est à travers la culture qu'on peut... Ce que d'autres pays ont compris bien avant nous. Effectivement, en fait, c'est à travers la culture qu'on découvre facilement dans un pays. Vous comprenez un peu. Oui. Que ça dans le domaine du football, basketball, la musique, tout l'entrepreneuriat et tout. Et aujourd'hui, donc, je veux vraiment toucher tous ces domaines qui peuvent contribuer au développement de notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'engage à soutenir, à accompagner les artistes. Je travaille avec beaucoup des artistes centrafricains, que ce soit dans la création des contenus digitaux, la création Parlons d'artistes centrafricains. Lequel vous êtes, dont vous suivez vraiment? En fait, je travaille avec beaucoup d'artistes. Okay. Je travaille avec l'artiste, je suis le manager de l'artiste web humoriste Blessing Diaba. Oui. Je travaille aussi avec l'artiste, l'autre web humoriste, c'est Kenchini. Oui. Je travaille avec l'artiste P-Well. Okay. Je travaille avec l'artiste Champoli Pop. Je travaille avec l'artiste Cathy Pop. La liste est sans doute longue. Je travaille avec l'artiste Brady et tout. Donc, il y a beaucoup d'artistes que des jeunes que vous avez choisi d'accompagner. C'est au moins le minimum qu'on peut apporter en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune. Comment vois-tu le lien entre la culture et l'éducation dans l'éveil des jeunes en Centrafrique? La culture et l'éducation, pour moi, c'est deux sphères convergentes. Qui vont de pair, en fait. Oui, effectivement. C'est quoi j'ai dit convergente? Donc, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. La culture et l'éducation, c'est impossible. Dans la culture, on trouve l'éducation. Dans l'éducation, on trouve la culture. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous savez, ceux qui font la culture, il faut essayer de les éduquer, pour leur expliquer pourquoi je dois au moins prôner la culture, ou bien pourquoi je dois essayer je dirais quoi, comment est-ce que ceux qui sont dans le domaine culturel, il faut essayer de les éduquer pour qu'ils puissent au moins à travers à travers en fait l'impact ce qu'ils font. Il faudrait qu'ils sachent que la vision globale de ce qu'ils font, c'est au moins aider à conscientiser, aider à conscientiser. Oui, c'est vrai. Moi, je suis très républicain, je suis nationaliste. Okay. La vision, c'est d'abord vendre le pays. Vous comprenez un peu pourquoi je dis vendre le pays? Parce qu'aujourd'hui, on a passé des années, on parle toujours de la culture. Et aujourd'hui, vous allez sortir à l'international, notre culture est méconnaissable. Aucun artiste. Quand on parle de la culture, c'est pas juste les artistes. Tous ceux que sont les artistes, chanteurs, rappeurs, les footballeurs. Vous êtes en train de nous dire que la culture centrafricaine n'est pas respectée ou sans doute n'est pas reconnue à l'échelle internationale. La culture centrafricaine est méconnaissable à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans un autre pays, à l'international, vous dites, vous êtes centrafricain, on dit, mais chez vous, il y a quoi là-bas? Les gens ne comprennent pas. Ils savent même pas ce que nous mangeons. Ils connaissent même pas notre langue nationale. Ils connaissent pas nos artistes. Ils connaissent pas nos footballeurs, à l'exception de peut-être, je fais qu'on qui fait la fierté du pays. Vous voyez un peu. Donc, il faut commencer déjà à mettre une politique de sensibilisation, de formation, afin d'expliquer à ces jeunes talentueux dans la culture, pour leur dire ce que vous faites, c'est bien bon, mais il faut essayer d'exceller ou d'aller oui. C'est ça, en fait.
Maintenant, concernant l'éducation. L'éducation, pour moi, c'est un levier du développement. Le plus gros levier du C'est un levier développement. du développement, c'est un vecteur économique. Et à travers l'éducation, les gens vont comprendre l'impact. L'impact, en fait, à travers l'éducation, les jeunes vont comprendre au moins cet impact de l'éducation sur le territoire. Je vais vous expliquer un truc. Vous savez, notre pays vient de sortir notre pays vient de traverser une crise militaro-politique. Ouais. Et vous savez, le problème, c'est quoi? C'est ce problème d'éducation. C'est-à-dire, si les jeunes étaient cultivés, si les jeunes étaient bien éduqués, je ne dis pas que les gens ils sont tous bien éduqués, mais s'il n'y avait pas cette formation, Cette ce côté conscience, information, conscientiser la jeunesse, sensibiliser et tout, on ne peut pas arriver là. Vous comprenez un peu? Ça, c'est l'éducation. Donc, c'est pourquoi c'est très important. Je dis toujours, quand je me réveille, toujours dans les établissements, dans les lycées, dans les universités, je dis toujours à ces formateurs, à ces enseignants, pour essayer au moins d'expliquer à ces jeunes. Parce qu'il ne suffit pas juste de partir à l'école, prendre le stylo et écrire. Mais il faut leur expliquer les vécus. Dans les moments difficiles, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas être marginalisé? C'est toujours la jeunesse. Si cette jeunesse n'est pas consciente, on va lui dire, bon, ok, d'accord, prends cette arme, va tuer ton ami, bien ton frère. Tu vas prendre parce que tu n'es pas conscientisé. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse, au-delà des formations, il faut aussi inculquer à cette jeunesse l'éducation civique. C'est vraiment important. Aujourd'hui, dans notre pays, on constate que cette notion de l'éducation civique n'est plus enseignée dans les établissements. Et c'est un grand danger pour notre pays. Donc, c'est pourquoi je disais, je réitère comme un propos, la culture et l'éducation sont vent de pair. On ne peut pas les dissocier. Mais c'est à ces acteurs d'expliquer, de sensibiliser les jeunes. D'accord. Parlons vision et impact. Quelles sont les transformations que tu peux apporter à la jeunesse centrafricaine en tant que coach ou en tant que manager culturel? Mon apport en tant que centrafricain, je l'ai déjà fait, je continue toujours de le faire. J'ai au moins 3 domaines clés sur lesquels je travaille. Pas de l'éducation. Aujourd'hui, je sais pas peut-être qu'il y en a d'autres. Je suis le seul coach en orientation. Le seul de toute l'étendue de la République Après centrafricaine. moi, je n'ai pas vu quelque part. Je n'ai pas vu. Il existe des conseillers pédagogiques. Mais ces pas un coach en conseillers orientation. pédagogiques n'existent que de nom. Ils font pas leur travail. Parce que s'ils faisaient leur travail, on allait avoir beaucoup plus de jeunes. Certes, ils font leur travail, mais ils font leur travail, mais ils se sont pas rendus compte de la modernisation, de l'ère moderne. Pourquoi je dis ça? Vous savez, moi, mon coaching aujourd'hui, j'essaie toujours de promouvoir les nouveaux métiers porteurs du XXIe siècle. Un conseil pédagogique va dire à un jeune, tu viens d'avoir le bac A, tu peux partir faire le droit, tu viens d'avoir le bac B, il faut partir faire sciences éco. Un conseil pédagogique va dire, tu viens d'avoir le bac C, il faut partir faire la médecine, il faut partir faire génie civil. C'est bon. Moi, en tant que coach en orientation, j'apporte de l'innovation. Je vais dire à un jeune qui a le bac A, c'est vrai, tu peux faire le droit, mais est-ce que tu as les aptitudes de devenir juriste? Et les études en droit, c'est coûteux. Il faut les moyens. Un jeune qui est issu d'une famille pauvre, qui n'a pas les moyens, est-ce que vous pensez qu'il aura ce cardio de continuer jusqu'à finir la licence? Maintenant, c'est là, maintenant, le coach en orientation va venir expliquer à ce jeune, avec le bac A, au-delà du droit, vous pouvez faire aussi le management, les ressources humaines, la gestion des projets, l'entrepreneuriat. Avec le bac B, vous pouvez aussi faire ce même domaine et tout. C'est ça, en fait. Et moi, maintenant, en tant que coach, j'essaie toujours d'apporter, d'éclairer cette jeunesse qui est très dynamique. Donc, je disais tantôt qu'il y a ce volet éducation que j'essaie de prôner. Il y a ce volet numérique. Pourquoi le numérique? Parce que je me rends compte que beaucoup de jeunes africains aujourd'hui, ils ont les smartphones, les téléphones Android et tout, mais ils ne savent pas l'utiliser à bon escient. Pourquoi? Aujourd'hui, vous avez un téléphone smartphone, mais vous êtes là à liker, à partager, à aimer. Mais vous devez aussi savoir que ce smartphone peut vous faire gagner de l'argent.
En quoi faisant? Créer des contenus, des blogs. Vous avez beaucoup de pages de blogueurs qui sont là, mais ils gagnent de l'argent dans le moment qui vous parle. Je suis un community manager. Mon rôle, c'est de créer des contenus. Il y a des gens qui me paient pour créer des contenus à leur place. Se vendre. Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, j'essaie toujours de sensibiliser ces jeunes centrafricains dans ce domaine. Porteurs. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'innovation, en fait. Vous comprenez un peu? C'est vraiment important que je puisse toucher ce point. Et hormis ça, maintenant, je reviens encore sur la culture. C'est pourquoi j'essaie toujours d'apporter ma modeste contribution à l'endroit des artistes, à l'endroit de notre culture. Je suis free. Tous les artistes viennent toujours me voir. Ah, frère. Ah, bro. Ah, bro, c'est comment? Ça va? J'ai mon événement et tout ça. J'essaie toujours, même si souvent c'est difficile, mais j'essaie toujours de prendre 2-3 tickets, au moins pour soutenir. Vous comprenez un peu? Par votre modeste contribution. Voilà, effectivement, c'est ce que j'essaie toujours de faire, en fait. Donc, dans ma tête, j'ai 3 domaines encore spécifiques. L'éducation, le numérique et la culture. C'est ces 3 domaines sur lesquels je travaille beaucoup plus pour essayer de titiller, au moins pour faire bouger les choses là-bas. Selon vous, on peut être un entrepreneur en République centrafricaine et réussir? Ouais, pourquoi pas. On peut être entrepreneur et réussir dans ce pays. C'est vrai, le challenge est énorme. Trop. Le challenge est énorme parce que pour faire l'entrepreneuriat, c'est pas du tout facile. Pour un début, c'est comment faire vendre ce que vous détenez en vous. Parce que pour un début, les gens ne vont pas comprendre ce que vous faites. Mais la force d'un entrepreneur, c'est la ténacité, c'est la persévérance, c'est la patience, c'est l'innovation, c'est la créativité. Aujourd'hui, devenir entrepreneur, pour moi, je dis toujours aux gens, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est le fait de trouver juste une solution à un problème. Quand je fais du coaching d'entrepreneuriat, je dis toujours aux jeunes, l'entrepreneuriat, c'est simple. Parce que les gens pensent toujours que l'entrepreneuriat, c'est juste le fait de trouver une solution à un problème bien déterminé. Vous comprenez un peu? Mais pour un début, les gens vont penser que vous êtes fou. Et les gens toujours, et surtout en tant que jeune, c'est pas facile. Et la peur toujours des jeunes, ils disent toujours qu'il faut d'abord un capital pour me lancer. Avec la majeure partie des gens pensent non, la force d'entrepreneur, c'est d'abord un capital pour se lancer dans quoi que ce soit. La force d'entrepreneur, c'est d'abord l'idée. L'idée, écrivez l'idée sur un bout de papier. Essayez de vous poser la question. L'apport que je veux amener, est-ce que la solution est en conformité avec le besoin? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui veulent faire du copier-coller. J'ai une moto, mon ami a une moto qui met en route. Moi aussi, je dis, ok, d'accord, si j'ai l'argent, je vais payer une moto. Vous n'avez rien apporté. C'est pourquoi, en tant qu'entrepreneur, ces jeunes qui nous regardent, qui nous suivent, pour se lancer en entrepreneuriat, c'est bien beau, mais il faut avoir le cardio. La ténacité, je répète encore, la ténacité. L'innovation, la créativité. C'est ce qui caractérise un entrepreneur. Vous allez voir que vous allez arriver dans un coin, dans certains coins où les gens vont essayer de banaliser ce que vous faites et tout. Mais si vous n'êtes pas fort mentalement, vous allez sans doute lâcher. Vous allez lâcher prise. Et à la fin, ces mêmes personnes vont se moquer de vous. Or, si vous avez cette ténacité en haut, ces mêmes personnes qui vous critiquaient vont vous applaudir. Donc, on peut réussir en entrepreneur dans ce pays. Je suis la preuve palpable. Je me suis lancé au moins il y a 3 ans, 4 ans. Nous, par la grâce de Dieu, on essaie toujours au moins de faire sortir notre tête de l'eau. Donc, c'est aussi une source de motivation pour d'autres jeunes qui veulent se lancer, mais ils hésitent. Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que l'entrepreneuriat va contribuer au développement économique de notre pays. Les jeunes sont actuellement sur le banc de l'école. Ils vont finir par travailler où? Parce que l'État n'a plus les moyens pour les embaucher, pour pouvoir au moins recruter des gens. L'espoir de cette nation repose sur les entrepreneurs. Si on a au moins 200, 500 entrepreneurs, nos jeunes qui sont encore sur le banc de l'école, ils vont se dire, bon, quand ils vont finir le travail, ils vont finir les études, ils vont peut-être travailler dans telle entreprise. Mais si on n'a pas cette entreprise, comment est-ce que ça va se passer? La question reste posée. C'est pourquoi c'est vraiment important que ces jeunes qui sont sur le banc de l'école commencent déjà à penser à sortir en entrepreneuriat. Penses-tu que le système éducatif actuel en Centrafrique prépare suffisamment les jeunes au monde professionnel? Le système éducatif, ouais, je vois actuellement, il y a un changement. Il y a un changement, mais... Quelle est la différence qu'il y a entre aujourd'hui et ce qu'il y avait avant? En fait, ce qu'il y avait avant, c'est que à l'époque de nos parents, il y avait ces conseillers pédagogiques qui venaient dans les écoles.
préparer nos parents par rapport à leur projet professionnel, leur carrière professionnelle. À l'époque, je crois peut-être 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, il y avait ces conseillers pédagogiques qui faisaient ce suivi dans les établissements. Ils partaient dans les écoles, dans les lycées, pour préparer la jeunesse, bien pour sensibiliser les jeunes par rapport à leur carrière professionnelle. Mais nous, dans notre génération, ça n'existait pas. Vous voyez un peu, ça n'existait pas. Et je vois que au moins ces 2 dernières années, j'ai vu que maintenant le gouvernement a commencé maintenant à essayer de proposer des événements, de sensibilisation, des supports, pour essayer de booster notre système éducatif. Et nous aussi, dans le secteur privé aussi, on veut aussi soutenir le gouvernement dans cette initiative afin de mieux préparer nos jeunes par rapport à leur carrière professionnelle. Parce qu'un jeune qui part à l'école, qui n'a pas un projet professionnel, c'est un danger pour notre pays. C'est pourquoi il faut, en tant que jeune, quand Il on faut est sur la le banc de vision. l'école, il faut déjà se préparer déjà dès la classe, peut-être pour moi, la classe de 6e. Se préparer déjà à ce que je serai dans demain. Ce que je vais devenir demain. Et est-ce que je vais devenir, est-ce que ça pourra contribuer au développement? Vous allez voir dans mes propos ici, le développement économique résonne toujours. Résonne, parce qu'on en a besoin. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce que je peux dire sur ce sujet. Merci. Quel conseil donnerez-vous à un jeune qui hésite sur son orientation et qui doute de son avenir en soi? Le conseil que j'ai aux jeunes qui me regardent, vous avez la chance au moins d'avoir devant vous un coach en orientation académique et en assistance professionnelle. Je donnerai d'abord, premièrement, le conseil, ou bien les conseils à la jeunesse, puis aux parents, ainsi qu'aux enseignants. À la jeunesse, soyez conscients de votre avenir. Pourquoi? Parce que notre pays nous appartient et nous sommes l'avenir de ce pays. Donc, c'est vraiment important que les jeunes puissent être conscientisés pour que les jeunes puissent comprendre ce pourquoi ils sont partis à l'école et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à cette sublime nation. Ça, c'est pour les jeunes. Aux parents, ne mettez jamais la pression sur vos enfants. C'est pas parce que peut-être vous avez un enfant de telle personne qui est devenue tant, et vous mettez la pression sur vos enfants à choisir les domaines que vous leur imposez dans la maison. C'est nous. Nous sommes à l'ère moderne. Essayez beaucoup plus de canaliser la vision que vos enfants portent. Par exemple, si votre enfant dit qu'il veut devenir un sportif, mais comment est-ce que vous pouvez l'accompagner dans cette vision? L'accompagnement professionnaliser, c'est ce métier. Donc, c'est vraiment important que les parents puissent communiquer, échanger avec leurs enfants. Aux enseignants, à mes collègues, les conseillers pédagogiques, essayez beaucoup plus d'échanger avec les élèves pour mieux comprendre leur orientation. C'est pourquoi il est vraiment important qu'on puisse former aussi nos conseillers pédagogiques ou bien nos élèves sur le développement personnel. Parce que orienter un élève, c'est bien bon, mais il faut aussi connaître les aptitudes que l'élève dégage. C'est en fonction de ça qu'on peut mieux orienter un élève ou bien un étudiant. Donc, voici les 3 conseils que j'ai à donner à ces personnes qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation dans cette magnifique salle de fête Laurie et associés. N'oubliez sans doute pas de liker, d'aimer la page, les différentes pages ou les différentes plateformes de Bangui Lifestyle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.